Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Et bien sûr, c'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et vous n'avez qu'à liker justement nos pages, vous aurez des notifications immédiatement. N'oubliez surtout pas de partager toutes ces informations au plus grand nombre pour que la chaîne de télévision Panafricanist TV soit connue de par le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au Panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous nous interrogeons. CEDEAO au report du sommet extraordinaire, signe de désorganisation, nous nous interrogeons. CEDEAO au report du sommet extraordinaire, signe de désorganisation, nous nous interrogeons encore ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annulé son sommet prévu à Dakar les 13 et 14 octobre 2022. Les explications de ce report seront données par le ministre sénégalais. Alors la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso à la suite justement du coup de force. Oui. Il faut préciser par ailleurs que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annulé donc son sommet prévu à Dakar les 13 et 14 octobre. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devaient se revoir les 13 et 14 octobre dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur la sécurité, mais également pour discuter de la situation au Burkina Faso. Finalement, la réunion a été reportée. Il n'y aura pas de sommet, à confirmer jeudi 6 octobre l'ambassadeur ghanéen Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO. Eh bien, c'était lors d'un déjeuner de presse en prélude à la 8e édition du sommet international sur la paix et la sécurité qui doit justement se tenir les 24 et 25 octobre 2022 à Dakar, au Sénégal. Et les explications de ce report seront données par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Elle déclarait, je cite, « Il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina à la suite du second coup d'État. Entre-temps, nous avons tous suivi la déclaration du capitaine Traoré Ibrahim qui accepte de mettre en œuvre l'agenda de la CEDEAO. Alors, à partir de ce moment, on serait réunis pour quoi faire ?» Explique d'ailleurs la chef de la diplomatie sénégalaise, précisant qu'il n'était pas opportun pour les chefs d'État de se réunir à Dakar pour discuter d'une question déjà réglée. Et nous de poser la question, est-ce que la situation est déjà réglée ou alors, il faut le dire, les dirigeants de la CEDEAO sont dépassés par les événements. Mahamadou Issoufou s'est dit satisfait des échanges qu'il a eu mardi 4 octobre avec le capitaine Traoré, auteur justement de ce coup de force contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. 5 jours plus tôt, contraint à la démission, l'ancien président de la transition a posé cette condition dont le respect des engagements pris avec la CEDEAO, à savoir une transition qui durera 24 mois. Aïssata Tall assure que l'organisation sous-régionale se réunira en session extraordinaire en décembre prochain pour évaluer les progrès qui ont été faits par le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, mais examinera aussi, on va le dire ainsi, la situation du Mali et surtout de la Guinée-Conakry. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. CEDEAO au report du sommet extraordinaire, signe de désorganisation. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paulila, président de African Revival, qui est avec nous encore ce matin. Paulila, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve et bonjour à tes millions de téléspectateurs. Un plaisir renouvelé d'essayer comme ça d'apporter ma petite pierre à l'édifice de l'éveil des consciences par le canal de Panafricanist TV qui fait un travail remarquable. Quand vous parlez de petite pierre, vous devez également savoir ce qu'une petite pierre peut faire sur de l'eau. Voilà. L'onde va jusqu'aux extrémités. Voilà. Allez savoir, très heureux de nous avoir, Paulila, encore aujourd'hui. On parle justement de cette réunion de la CEDEAO, sommet extraordinaire qui devait se tenir justement les 14 et 15, enfin les 13 et 14 octobre prochains. Malheureusement, réunion reportée. Et cette réunion avait pour sujet le Burkina Faso. Vous avez d'ailleurs suivi justement ce qui s'est passé de ce côté-là depuis le 30 septembre dernier. Un nouvel homme fort du côté du Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, ce qui se passe en Afrique dite de l'Ouest et qui donne donc du fil à retordre à la CEDEAO est plutôt rassurant.
parce que l'évolution du côté du Burkina Faso est une chose excellente. Vraiment, je le dis d'emblée, je prends position tout de suite, c'est excellent, tout simplement parce que sur ce même plateau de Panafricaniste TV et avec toi, mon cher Steve, nous évoquions déjà les dérives du gouvernement de transition à la tête duquel se trouvait jusqu'à il y a peu de temps Paul-Henri Damiba Sandaogo, et on déplorait le fait qu'il ait posé des actes hautement questionnable. Exactement. En termes de la maintenance de la révolution du peuple par rapport aux aspirations justement de ce peuple-là. On a vu qu'il a fait revenir un criminel, un condamné par sa propre justice dans un avion affrété par quelqu'un qui, justement, n'inspire aucune confiance à tout Africain épris de justice, de liberté et de dignité. Et on lui a déroulé le tapis rouge. Il est reparti libre, alors que il était condamné à perpétuité pour avoir été reconnu comme impliqué de façon manifeste dans l'assassinat de notre très illustre et regretté Thomas Sankara. Et pour moi, c'était l'affront de trop. Pour moi, c'était une insulte, et je l'ai dit sur ce plateau de Panafricaniste TV, c'était une insulte de trop aux intelligences du peuple, à l'intelligence du peuple burkinabé. Et ce qui est arrivé ne devait qu'arriver dans le sens de la restitution des aspirations du peuple par rapport à la révolution que ce peuple avait déjà menée pour faire tomber l'assassin de Thomas Sankara, pour faire tomber ensuite celui qui s'est montré finalement de façon très obséquieuse soumis à la France, en la personne rappelle-moi, le successeur de Damiba. Avant Damiba, Roch-Marc Christian Kaboré. Et le peuple l'a à nouveau fait tomber parce qu'ils ont bien vu qu'il était un peu trop d'intelligence avec justement la France prédatrice. Oui. Et on a, nous tous, Africains, panafricains, épris de liberté et déterminés à faire dégager la France et ses bases militaires et son franc CFA et tout ce qui compromet la liberté et la dignité de nos peuples. On est, nous, déterminés à faire dégager donc ces prédateurs de notre sol africain. On a investi beaucoup d'espoir en la personne de Paul-Henri Sandaogo Damiba parce que c'était à la suite de la révolution populaire, deuxième version, après celle qui a fait tomber le président Compaoré. Et donc, mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui nous a inquiétés. On était tous inquiets dans la façon dont cette révolution du peuple avait été récupérée et était en train de se mettre au service encore de l'impérialisme français. C'était juste inacceptable. On a vu des mouvements dans les rues, on a vu des manifestations et ça ne pouvait aboutir que à ce qu'on a vu là et qui a vu donc monter à la tête du Burkina Faso le désormais président de transition, Ibrahim Traoré. Et donc, la CEDEAO est dans une posture où, en réalité, elle se rend compte, et j'espère en tout cas, qu'elle se rend compte que ces injonctions, qui sont en réalité la conséquence de son statut de caisse de résonance de la France, principalement de l'Occident en général, la CEDEAO doit se souvenir et s'en rendre compte de façon manifeste que les aspirations des peuples de l'Afrique dite de l'Ouest ne correspondent plus à leurs injonctions et à leur organisation et à leurs petites amitiés avec leurs petites amitiés incestueuses avec leurs maîtres de l'Occident. Et donc, ce qui se passe au Burkina Faso est un signe fort de ce qu'il ne sera plus jamais possible en Afrique de récupérer une révolution au détriment justement des aspirations du peuple. Et donc, ce que la CEDEAO a à faire, tout simplement, c'est de se rendre à l'évidence qu'elle ne peut pas nager à contre-courant des aspirations et de la détermination des peuples et qu'elle arrête d'être au service de l'impérialisme occidental. Il y a eu un problème justement du côté du Mali, mauvaise décision. Guinée-Conakry, mauvaise décision également. Burkina Faso, on va également dire mauvaise décision. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que la CEDEAO est une organisation désorganisée? Tout à fait. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et je vais reprendre ici Amina Fofana, qui aime à dire, pendant qu'on dit qu'il faut dissoudre la CEDEAO, elle dit non, il faudrait que ce soit la France qui sorte de la CEDEAO. Voilà, c'est tout un symbole, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il faudrait que le Mali sorte de la CEDEAO. Et évidemment, personne n'a la science infuse et on n'est pas dans la pensée unique. Chacun peut imaginer, mais tous en étant dans le même combat, on peut avoir des lectures différentes. Mais il se trouve donc que j'ai beaucoup aimé cette façon de présenter la chose, parce qu'en réalité, le problème, ce ne sont pas les peuples africains. Le problème n'est même pas la CEDEAO en tant qu'organisation de regroupement. Le problème, c'est comment fonctionne la CEDEAO et à la solde de qui. D'accord? Et donc, cette formule de dire il faudrait que c'est à la France de sortir de la CEDEAO, c'est très pertinent, mais ça veut tout dire aussi. Ça veut très bien dire que cette CEDEAO-là est une simple caisse de résonance de façon pathétique de la France, parce que quand on voit les décisions, quand on voit les mesures que la CEDEAO prend, quand on a vu par exemple avec le Mali, quand on voit même les menaces que la CEDEAO brandit à l'endroit du Burkina Faso, en termes de sanctions, en termes d'embargo, mais ce sont des méthodes qui ne sont pas des méthodes africaines. Entre la culture africaine ne cautionne pas que des Africains, des frères d'un même peuple, parce qu'en fait, en Afrique dite de l'Ouest, cette réalité de fraternité et de proximité culturelle, d'homogénéité même culturelle, est beaucoup plus forte que dans certaines parties de l'Afrique. Parce que vous avez les Maliens en Côte d'Ivoire sont tellement nombreux que si vous voulez commencer des inimitiés entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vous ne saurez pas à qui vous en prendre. Et vice-versa, quand vous jetez au Mali, vous arrivez au Mali, les Guinéens de la Guinée-Conakry sont pleins au Mali. Et ils parlent les mêmes langues, ils ont les mêmes us, les mêmes coutumes. Ce sont des frères. Mais évidemment, puisque c'est à la conférence de Berlin de 1884 qu'il y a eu un découpage arbitraire de l'Afrique. Mais c'est les mêmes peuples. C'est exactement les mêmes peuples. Quand vous allez donc, il se trouve que les Africains ne connaissent pas ces histoires de « je vais te faire te punir parce que… » Non, et ça n'a même pas de sens, compte tenu de la réalité anthropologique, culturelle et sociétale de cette organisation-là, de cette partie de l'Afrique. Et donc, la CEDEAO qui malheureusement donc, se trouve infiltrée par des nègres de maison, par des ennemis de l'intérieur, ne fait que être le relais d'une politique capitaliste qui leur est imposée de l'extérieur. Et donc, il y a dichotomie entre les aspirations des dirigeants de la CEDEAO, eux-mêmes à la solde d'autres puissances extérieures, et les aspirations des peuples. Et donc, il se trouve que c'est ça qui crée donc la difficulté de la CEDEAO à gouverner, enfin à gérer, à statuer, pour la simple et bonne raison qu'il est impossible, face à la grogne populaire en Afrique de l'Ouest, qui correspond à une détermination, à la liberté de ces peuples-là, qui veulent se défaire à tous les prix, et ils sont prêts. Quand vous voyez qu'on fait tomber un président, l'autre arrive, il se montre lui-même traître, on fait tomber un deuxième, il se montre, et jusqu'à ce qu'un véritable Assimi Goïta se retrouve à la tête de ces différents États où il y a des révolutions menées par le peuple, il y aura toujours des démissions, on va toujours démettre ces imposteurs-là quand il s'agira que ce sont des imposteurs. Donc, la CEDEAO est en totale perte de crédibilité, totale, et à défaut de la dissoudre, elle doit se réorganiser et prendre fait et cause pour ses peuples. Et elle est en train de se réorganiser sans même le consentement des dirigeants actuels de la CEDEAO. Tout simplement pourquoi? Parce que quand le peuple aspire à sa liberté et à sa dignité, il fait tomber où que ce soit des dirigeants véreux à la solde de la France et de l'Occident. Et quand ces dirigeants tombent, ça fait donc que dans les pays de la CEDEAO, il y aura de plus en plus des dirigeants qui seront acquis à leur peuple parce que issus de la révolution populaire, et donc ça va forcément changer la donne au niveau de la CEDEAO, parce que ce sera d'autres esprits nouveaux qui penseront pour l'Afrique et conformément aux aspirations du peuple. Et donc, oui, la CEDEAO devient totalement non crédible, et c'est à elle, en tout cas, si elle ne prend pas cette décision, le peuple saura prendre cette décision. Parlons justement du fonctionnement de la CEDEAO. Comment comprendre justement son mutisme quand on parle par exemple de la force Barkhane qui quitte le Mali, d'ailleurs chassée du Mali, elle se dirige directement vers le Niger. On n'entend pas justement le son de cloche venant de la CEDEAO. Lorsqu'on a vu également le cas, parlant justement du Burkina Faso, d'un avion affrété du GIGN avec à son bord plus de 50 gendarmes atterrir justement en sol burkinabé, jusque-là,
Aucun son de cloche, toujours le mutisme de la CEDEAO. Est-ce réellement une organisation qui parle pour l'Afrique? Pas du tout. Moi, je ne vais pas faire d'embâche. Pas du tout. La CEDEAO n'a jamais parlé pour l'Afrique. La CEDEAO ne va pas commencer à parler pour l'Afrique aujourd'hui. Et sous réserve que, justement, il y ait de plus en plus de dirigeants à la tête des pays de l'Afrique de l'Ouest qui seront vraiment acquis à leur peuple. Ce n'est que comme ça que la CEDEAO va changer de mentalité et de façon de stratégie. Et donc, alors, prenons un peu quelques statistiques pour qu'on comprenne pourquoi la CEDEAO a du mal à fonctionner dans le sens des aspirations du peuple. La CEDEAO, c'est 15 pays et c'est les pays de l'UEMOA, donc qui partagent le franc CFA et qui sont donc tous des anciennes colonies françaises. Il y en a 7. Et c'est 8 autres pays qui ne sont pas de l'UEMOA, puisque la CEDEAO, c'est l'organisation élargie des pays d'Afrique de l'Ouest, pendant que l'UEMOA, c'est l'organisation restreinte des pays d'Afrique de l'Ouest qui partagent un certain nombre de choses, comme la langue, comme la monnaie, ainsi de suite. Et donc, il y a une énorme influence de ces 7 pays sous la coupole encore de la France, pour la plupart. Le Mali n'en fait plus partie, la Guinée-Conakry est en train de montrer de vrais signes d'affranchissement, le Burkina Faso aussi avec les derniers événements. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer et qui sont en train de changer la donne par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici d'un point de vue historique. Il se trouve donc que l'UEMOA seul, c'est à peine 140 millions d'habitants, pendant que la CEDEAO globalement, c'est plus de 640 millions d'habitants. Et vous voyez bien le rapport. Donc, vous avez, ça c'est un premier niveau en termes de positionnement. Vous avez ensuite une sorte de faiblesse d'échange. Parce qu'il faut quand même rappeler ce que c'est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a dans leur statut des objectifs bien précis, des missions qui consistent à dire que la CEDEAO vise à créer l'intégration entre les peuples économiques s'entend et justement le dynamisme économique de ces régions-là pour beaucoup plus d'échanges. Mais je vous rappelle que les échanges à l'intérieur de la CEDEAO, donc entre ces 15 pays-là, sont à peine de 12-13%. Donc, vous avez une telle faiblesse d'échanges économiques alors que l'organisation qui s'appelle CEDEAO vise à consolider les efforts et à augmenter le volume des échanges économiques pour rendre plus fort économiquement cette zone de 15 pays, mais vous êtes seulement entre 10 et 15% d'échanges internes. Ça veut dire que déjà à ce niveau, la CEDEAO ne remplit pas ses missions. Mais je vous rappelle quand même que la CEDEAO n'a pas été créée hier. C'est depuis 1975, mon cher Steve. Ça fait belle lurette aujourd'hui, depuis 1975. Et donc, qu'on arrive en 2022 aujourd'hui, 47 ans après. 47 ans après, près de 50 ans plus tard, et qu'on soit encore à entre 10 et 15% d'échanges à l'intérieur des pays de la CEDEAO, alors que les objectifs affichés de la CEDEAO, c'est de créer la dynamique économique qui permet de booster justement le bien-être des populations de cette région-là, on comprend qu'à ce niveau déjà, il y a problème. Alors, ça veut dire quoi concrètement quand je dis ça? Mais ça veut dire que les intérêts étant divergents, la quantité de population la plus importante étant hors de la zone des pays CFA, je vous rappelle que l'UEMOA c'est à peine 140 millions d'habitants, alors que toute la CEDEAO c'est plus de 600 millions d'habitants. Et vous avez, en termes de PIB, le Nigeria seul, mon cher Steve, le Nigeria seul fait 60% environ de tout le PIB de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair que maintenant, si vous ajoutez le Ghana et les autres pays qui ne sont pas dans l'UEMOA, en réalité, l'UEMOA, les pays de l'UEMOA représentent à eux tous à peine 10 à 15% de tout le PIB. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une CEDEAO qui est loin d'atteindre le milliardième de ses objectifs. Vous avez donc une CEDEAO décrédibilisée et vous avez une CEDEAO qui est polluée dans son esprit, dans sa démarche, dans ses objectifs, par les prédateurs, la France et les autres pays occidentaux, qui sont dans les formules de néocolonialisme prolongé et assidu, et qui justement, par le truchement des pays de l'UEMOA, vient semer le trouble avec quelques autres hors de l'UEMOA qui ont accepté de se soumettre justement au diktat impérialiste de la France. Ça fait que du coup, niveau d'échange économique, niveau d'influence extérieure politique, faiblesse
des échanges, de la coopération, que ce soit politique, économique, diplomatique en interne, parce qu'influencé de l'extérieur, vous n'avez que des tares dans cette organisation-là qui font que ces tares-là ne peuvent pas rendre crédible cette CEDEAO. À défaut de la dissoudre, il faut la réorganiser. Et la réorganiser, c'est uniquement, mais alors uniquement, en multipliant à la tête des États, des pays de la CEDEAO, de véritables révolutionnaires qui prennent fait et cause pour leur peuple. Aïssata Tall, qui est justement ministre sénégalaise des Affaires étrangères, déclare haut et fort qu'il n'avait pas besoin de se réunir parce que le nouvel homme fort du côté du Burkina Faso, la personne du capitaine Ibrahim Traoré, a pris langue en déclarant haut et fort qu'il respectera la transition sur 24 mois. Et s'il changeait d'avis? Alors, pour moi, les formes ne m'impressionnent pas. Ça veut dire qu'ils disent qu'il va rester 2 jours, qu'ils disent qu'il va rester 3 ans et que la CEDEAO soit contente parce que ça correspond à ses desiderata. Ça ne m'impressionne pas. Parce que la question n'est pas la forme, la question est le contenu. Parce que il peut faire 2 semaines et changer totalement le Burkina Faso en lui rendant ses lettres de noblesse telles que le combat de l'illustre Thomas Sankara a été engagé avant qu'il soit lâchement assassiné par la France, et leurs mandants occidentaux, s'il peut le faire, quel que soit si c'est en 2 ans et que ça correspond à ce que la CEDEAO veut, le but n'est pas absolument d'aller à l'encontre de ce que la CEDEAO dit, du moment où ce qu'elle dit ne se limite qu'à la forme, parce que le nombre de temps à la tête de la transition, s'ils disent 24 mois, et que dans ces 24 mois, il y a une vraie révolution qui prend corps, j'ai envie de dire, on s'en fout. Je veux dire qu'on s'en fout que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Maintenant qu'ils présentent ça comme une victoire, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est d'accord avec nous, ça ne devrait pas nous offusquer. Et c'est plus dans le fond qu'on va juger l'homme. Mais la vérité, c'est que ils sont toujours dans la réalité travestie par l'Occident et son impérialisme qui veut nous laisser croire qu'ils sont des apporteurs de démocratie et du bien-être des populations alors qu'ils brandissent le prétexte, tel un fétiche, des élections au bout d'un certain temps qu'ils tiennent toujours à imposer, comme si c'était l'apanage des situations problématiques en Afrique. Le fétichisme des élections ou de la démocratie, c'est un faux débat. On a vu des gens comme Kadhafi, on a vu des gens comme Jerry Rawlings, on a vu des gens comme à Cuba, Fidel Castro, on a vu des gens comme, ils sont nombreux, Thomas Sankara, ainsi de suite. Pour la plupart, c'était des militaires, eux qui nous disent que vraiment les militaires ne sont pas destinés à gouverner, mais voilà des militaires exemplaires qui ont marqué le monde par leur probité, par leur détermination à rendre à leur peuple leur liberté. Et aujourd'hui, on a des gens qui, soi-disant, sont moulés pour être des présidents de la République, mais qui sont de véritables cancres avec tous leurs doctorats et tous leurs diplômes et toutes leurs écoles politiques, qui justement sont des écoles et des cursus académiques qui n'ont fait que leur polluer l'esprit, qui ensuite permis qu'ils viennent en fait désorganiser et désorienter leur pays avec des décisions qui ne venaient pas de leur peuple, mais qui étaient tout simplement des caisses de résonance de ce qu'ils entendaient et ce qu'on leur avait inculqué pour justement nuire à leur peuple. Il n'y a pas de schéma standard pour un dirigeant, il n'y a pas de durée standard pour un mandat, il n'y a pas de délai absolument avant lequel il faut absolument tenir des élections qui tiennent la route. Je veux dire, ce ne sont pas des formules toutes faites qui changent des pays. Ces gens, ces occidentaux machiavéliques et prédateurs utilisent justement ces concepts tout fabriqués dans leurs officines pour nous manipuler. Et ce n'est pas à nous de nous soumettre à ce qu'eux ils décident pour nous. On a besoin de faire preuve d'intelligence situationnelle. Regardez le contexte dans lequel ces pays se trouvent, ne pas faire du copier-coller. Et il ne s'agit pas de dire il ne faut pas d'élection, il faut laisser tel président ad vitam aeternam. Ce n'est pas ça la question. C'est de contextualiser l'environnement dans lequel on se trouve et de ne pas recevoir des injonctions de l'extérieur pour nous dire faites des élections à tel moment. On a vu comment ça s'est passé là où ils ont imposé ce genre de desiderata. Pour sortir justement de cet entretien de parole panafricaniste, je vais quitter justement l'Afrique de l'Ouest pour faire un tour du côté de l'Afrique centrale, précisément au Tchad, où le fils d'Ébi a prêté serment. Là-bas, il y a eu une prolongation de transition de 24 mois. On n'a pas entendu un son de cloche venant de la France.
Non, bien sûr. Mais déjà, dès le départ, on a vu comment le jeune président Idriss Déby a été installé. C'est-à-dire que M. Macron s'est déplacé quand même. Il est allé aux obsèques et puis il a béni. Il a béni le président tchadien. Mais comme j'aime souvent à le dire, la France et notamment ses dirigeants impérialistes, inconséquents, incohérents, ont la spécialité du double langage, ben, c'est pas très étonnant. Donc vraiment, on perdrait le temps à épiloguer là-dessus parce que un chien ne change pas sa position de s'asseoir. Et là, je fais un clin d'œil à Simone D. Et donc, la France est la France en termes de système. Il ne faut rien attendre de différent d'eux. En réalité, quand nous, on dénonce ce que la France et tous les pays impérialistes occidentaux font, ce n'est pas comme certaines intelligences mal orientées veulent nous laisser entendre, ce n'est pas de la pleurniche, ce n'est pas de la victimisation, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation pour dire, ces gens que vous voyez là, ce ne sont pas vos amis, ils ne viennent pas vous aider tel qu'ils le présentent, ce sont vos bourreaux. C'est ça la seule démarche quand on dénonce la France. Ce n'est pas pour rester sur des plateaux à longueur d'émissions ou à longueur d'articles pour nous plaindre, pour pleurer, pour dire on est malheureux, la France. Contrairement à ce que des esprits mal disciplinés veulent nous faire croire. Et donc, il se trouve que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad est manifestement ce que nous déplorons, le 2 poids 2 mesures, selon les désidératas de l'Occident et de la France, parce que quand ça les arrange, on condamne ici. Quand ça ne les arrange pas, alors que c'est exactement la même situation, là-bas on adoube et on dit très bien, longue vie, vraiment c'est un pays super, ainsi de suite. Je vous rappelle, peut-être pour finir ce propos, qu'à l'époque de George Bush père, le maréchal Mobutu Sese Seko du Zaïre à l'époque, qui a régné, pour ne pas dire qui a sévi au Zaïre pendant l'actuelle RDC, pendant des décennies, le président Bush le présentait comme son meilleur ami. Il n'a pas dit, je dis son meilleur ami, le président Bush. Quand il fallait le faire tomber, le président américain de cette période-là a crié sur tous les plateaux, enfin, chaque fois qu'il avait une ouverture médiatique pour le dire, que c'est le pire dictateur qu'il n'ait jamais vu. Vous voyez, en fait, voilà le machiavélisme de l'Occident et un Africain, un Afro-descendant, qui n'a pas compris ça et qui continue d'attendre de l'Occident et de trouver que vraiment le blanc est bon, le blanc est fort, le blanc est gentil, le blanc est poli et que ces noirs dociles, aux intelligences dociles, continuent de se battre pour essayer de ressembler à l'Occident et tirer sur nous à boulet rouge. Quand on dénonce l'impérialisme occidental en nous disant qu'on exagère, c'est nous-mêmes les responsables de notre malheur et qu'on laisse l'Occident tranquille, eux ils sont là pour nous aider parce qu'ils nous aiment tellement, parce qu'ils sont très humains, ils ont soi-disant inventé les droits de l'homme, la démocratie, alors qu'en réalité ce sont de simples imposteurs. Soyons éveillés, restons vigilants et ce que nous faisons, ce que nous dénonçons dans ce combat panafricain, c'est l'imposture impérialiste occidentale qui n'a que trop duré et il faudrait impérativement, absolument, que les nègres de maison soient identifiés comme tels, des imposteurs, et que les nègres des champs, qui sont les véritables combattants pour la liberté des peuples, travaillent à sortir les nègres des nuages qui sont encore dans l'obscurantisme et pour justement les éveiller et grossir les rangs des consciences qui ont compris que ce combat doit être mené jusqu'à la dernière énergie. Merci à vous, Paul, d'avoir été des nôtres. Merci, Steve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, comme le déclarait Fort, un grand homme, eh bien, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Et vous, que faites-vous? Bonne journée à toutes et à tous.